Je voulais juste vous dire un mot d'accueil. Bonjour, je suis Muriel Sassen, je suis directrice de la communication et du mécénat ici à la Cité de l'Architecture. Je voulais vous remercier d'être présent pour ce petit déjeuner du Club Entreprise Mécène de la Cité. Et il a lieu à peu près 2 à 3 fois par an. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu, donc on est vraiment très content de recommencer ces rendez-vous. Et je vais laisser la parole à Lionel Blesse qui anime ces petits déjeuners pour vous présenter notre sujet du jour et les intervenants. Bonne conférence. Donc bonjour, nous allons aborder un vaste sujet qui est celui donc de l'accessibilité en ville. Et c'est vrai qu'on souhaiterait que, quels que soient les types, que ce soit des équipements, que ce soit des logements, des bureaux, des espaces publics, on puisse les rendre accessibles à tous sans aucune discrimination. Nous sommes très très loin du résultat, comme vous avez pu l'entendre régulièrement, y compris au niveau de l'application de la loi. En même temps, on s'aperçoit que pudiquement, on détourne le regard sur le handicap des autres. En même temps, on met son sens civique entre parenthèses, mais avec le vieillissement de la population, bientôt ça nous concernera tous et que nous serons doublement pénalisés. Et on va s'interroger donc sur les obligations de résultats, sur la normalisation, à outrance, et puis aussi sur le bon sens, qui est peut-être une des voies à développer pour apporter des solutions à cette problématique. Je vais juste donner une petite anecdote sur la normalisation. C'est de dire qu'aujourd'hui, on continue à prescrire dans le bâtiment des portes de 2,04 m, alors qu'on a un Français sur 10 000 qui passe plus dessous. Mais aux États-Unis, c'est 2 fois plus. Et que bientôt, ça sera encore beaucoup plus. Nous avons donc pour cette table ronde 4 intervenants. Carolina Garcia Linares, qui est architecte, enseignante et chercheuse à Marseille, à l'École nationale d'architecture de Marseille, Lumini. Xavier Perrin, qui est le responsable de Microsoft Real Estate and Facilities. Camille Géin, qui est architecte et ingénieur et qui dirige la direction des projets à Postimo. Et puis Nathalie Chapuis, qui est directrice de programme chez GA Smart Building et qui est l'opérateur de la Cité universelle qu'on découvrira tout à l'heure. Première personne à intervenir, donc Carolina Garcia Linares. Vous êtes chilienne, architecte, vous êtes diplômée à la fois de l'école d'architecture de Santiago, de Valparaiso et de Marseille, Lumini, et vous y enseignez tout en étant chercheuse, et entre autres, vous êtes responsable de l'accessibilité universelle. Et vous êtes lauréate d'un appel d'offres ville et développement durable de la Caisse des dépôts et consignations. Et vous menez donc maintenant des recherches sur la notion d'orientation pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc vous avez 2, 3 à 5 minutes pour vous présenter. Donc bonjour à tous. Donc rapidement, donc je suis praticienne. J'ai en général une clientèle privée et avec et surtout avec depuis 10 ans avec un problème d'accessibilité. Donc avec ça, je me suis renseignée et je travaille beaucoup avec les ergothérapeutes. Donc mon travail essentiellement, c'est travailler avec eux pour donner des solutions coup par coup, quoi. Pas coup par personne, quoi. Chaque personne, il y a sa propre solution. Donc des adaptations à domicile. D'un côté, à l'INSAM, et depuis 2010, il n'y a plus des cours obligatoires pour l'accessibilité.
Donc là, c'est un grand. Je me suis dit, pour les étudiants d'architecture, on est dans un cadre bâti, il faut absolument les sensibiliser. Donc à partir de 2017, j'ai créé cette option accessibilité universelle et situations d'handicap, dans lesquelles on travaille sur des sujets précis. On va dans des lieux, par exemple, des personnes non-voyantes, des petites bibliothèques du quartier, et on fait l'analyse des situations. On essaye de voir toutes les cas de famille d'handicap, on les met en situation et on propose des solutions. Alors, surtout, qu'est-ce que c'est intéressant avec ça, c'est les solutions qu'on essaye bon, on est dans les cadres universitaires, donc c'est assez timide quelquefois, mais on les met avec les usagers. Les usagers, ils vont tester les maquettes, si on fait des perceptions, les parcours qu'on crée, on les teste. Et après, on peut avoir un regard des usagers. Et dans l'idée, toujours, je suis assez militante dans la question d'handicap. L'année dernière, pour les Journées nationales d'architecture, on a fait venir une exposition qui s'appelle « Quand l'architecture est face à l'handicap ». C'est une exposition il a commencé à Lille et il s'est fait vraiment pour tout public, à différents types d'architecture qui vont résoudre les problèmes des cognitifs, mais de mobilité réduite, etc. Et bien sûr, c'est les étudiants qui sont participés pour des modules de sensibilisation pour les plus petits. Voilà, tout ça, vous voyez, hein, donc, les problèmes sociétals de vieillissement, ça m'étreint beaucoup. Les souhaits de la personne pour habiter chez soi, c'est important. Et la maladie d'Alzheimer, ça devient quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, quand je suis m'intéressais avec les problèmes de l'hippocampe, parce que finalement, les fonctions, c'était la consolidation de la mémoire, l'apprentissage et l'orientation spatiale. Je me dis, là, les archives, il faut qu'on peut faire quelque chose. Donc, j'ai fait participer à ces concours, je l'ai eu, et j'ai commencé à travailler ce projet qui s'appelle « Ma mémoire, ma maison, ma raison ». Alors, comment ça se passait? Et déjà, je voulais lier deux groupes de personnes qui collaborent pas forcément ensemble. Donc, les personnes liées à la santé et les personnes du bâtiment. C'est vrai qu'avec les ergothérapeutes, aujourd'hui, ça me paraît, il faut absolument travailler ensemble, mais il n'est pas rentré encore dans les demeures. Et la maison pour toutes les personnes en général, et c'est un lieu de référence. Donc, comment l'architecture, d'une part, comment il peut définir des espaces ou les repérer, hein? Il faut vraiment observer comment on va déterminer cet espace, parce que c'est individuellement. Alors, donc, j'ai parti sur une étude de terrain, des recherches de terrain, avec les choix des participants. Donc, ces participants qui sont diagnostiqués Alzheimer, qui sont en présence à l'accueil des jours au moins une fois par semaine, et qui habitent chez eux. Donc, je suis partie avec eux pendant au moins 15 semaines. Donc, ça veut dire c'est presque un semestre universitaire. Et on a fait des exercices dans lesquels chacun il savait son carnet de bord pour travailler qu'est-ce que c'est l'identification, qu'est-ce que c'est les repères et chaque lieu de la maison. C'est tout le monde, il a participé, par exemple, identifier une maison, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit pour qu'il soit une maison. La cuisine, la salle de bain, etc. Et petit à petit, on fait des schémas. Quand je rentre dans ces schémas, chez vous, qu'est-ce que vous trouvez à droite ou à gauche? Et là, il commençait à avoir des doutes parmi quelques participants. Alors, on a fait ça et on a fait la maquette. Hein. C'est pas une maquette de concours, mais il est à sa valeur pour travailler. Et l'idée après, dans la phase 2, c'est que moi, je suis partie avec un ergothérapeute vérifier ces notions de repérage dans la maison. Ça veut dire que quand il parlait, ma cuisine est à droite, et après la salle de bain, et quelquefois, ça verrait correct, d'autres moins. Et c'est là que ça a changé, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les personnes qui restent à la maison, quelquefois, par rapport aux soins, on fait des changements dans la maison. Et pour les personnes atteintes d'Alzheimer, ces changements d'espace-fonction
il les perturbe. Donc, par exemple, la personne qui cuisine plus, parce que c'est les repas qui viennent, qui sont apportés, d'un coup, la notion de la cuisine n'existe plus. Donc, il peut mettre dans la maquette ou dans le lieu la cuisine derrière, au fond. Il n'y a pas d'idée. Par contre, les lieux qui savent où ils sont, il y a un relationnement. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et aussi, il y a une autre piste par rapport à la couleur. Donc, tout l'ensemble des groupes, les 15 personnes qui sont participées, quand on a déterminé un code de couleurs par pièce, tous ils sont coïncidés que la cuisine était jaune, la salle de bain bleue. Pourquoi? Je ne sais pas trop creusé. Par contre, peut-être on peut utiliser des codes de couleurs qui semblent intéressants. Oui, pour moi, la cuisine, c'est jaune. Et peut-être faire qu'est-ce que j'appelle le wayfinding. Hein? Et donc, trouver son schéma et qu'on peut mettre sur place à la maison. Donc, l'idée, la prochaine phase, c'est contacter. Je suis en contact maintenant avec des gériatres spécialisés à Alzheimer et plus des gens de terrain. Ça veut dire les ESA, c'est les équipes spécialisées Alzheimer dans lesquelles on peut essayer de faire les mêmes exercices qu'on a fait en accueil de jour à la maison et pouvoir vérifier et conforter ça. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est ma mémoire, ma maison, ma raison. Merci beaucoup. Merci. Donc, Xavier Perrin, lui, est un multidiplômé en gestion des entreprises et il a donc exercé successivement en Amérique latine, en Europe, en Chine. Donc, c'est assez aussi un regard international dans le déploiement et la gestion de technologies de support dans le domaine de la gestion immobilière. Et donc, il s'occupe depuis 2010 au sein de Microsoft de livrer de nouveaux espaces de travail intelligents qui optimisent à la fois les surfaces, mais qui également veillent à améliorer, à optimiser les conditions de travail des utilisateurs, personnes en situation de handicap comprises. Bonjour, merci d'abord de m'inviter. Je pensais que c'était important. On s'est rencontré avec Blaise il y a un mois sur un autre salon. Il m'a dit je fais quelque chose sur le handicap et l'architecture. Est-ce que Microsoft voudrait venir? J'ai dit bien entendu. On n'est peut-être pas vraiment connu pour notre sensibilité par rapport au handicap. Je sais que aujourd'hui c'est un enjeu majeur pour nous. Vous voyez, on a un Accessibility Officer. J'ai mis sa carte. Donc dans chaque filiale dans le monde, on a une personne dont le travail à plein temps, c'est de s'occuper de l'handicap et de comment on peut avoir des espaces de travail le plus inclusifs possible. C'est devenu un enjeu dans nos produits. Je ne sais pas si vous avez regardé, on a un produit qui s'appelle la Xbox. Et la Xbox, aujourd'hui, le packaging de la Xbox est fait pour qu'une personne qui n'est qu'un bras puisse l'ouvrir. Donc on est sur des différents types de packaging. Il y a une réflexion sur tous nos produits, comme nos clients sont très diversifiés, en disant il faut qu'on ait des produits qui soient le plus accessibles possible. Et ça se reflète aussi dans notre stratégie immobilière. Mon travail, c'est de gérer des stratégies immobilières sur l'Europe. Et là, on a 3 grands piliers. Il faut qu'ils soient connectés, donc c'est le data. Il faut qu'ils soient sustainable, donc c'est toute la partie green, comment on est écologiquement responsable, et qu'ils soient inclusifs. Donc c'est comment on inclut dans la construction de nos espaces de travail toutes les problématiques de handicap. Ça fait vraiment partie de notre DNA, donc ça c'est dans notre mission de l'entreprise, c'est comment on permet à chaque personne de se réaliser. Et on pense que dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Quand vous venez travailler chez nous, ou si vous êtes visiteur, il faut que j'ai pu anticiper les besoins spécifiques que vous pourrez avoir par rapport à un handicap pour vous apporter des solutions. À aucun moment, il faut que vous sentiez qu'il y a une difficulté supplémentaire pour ne pas être dans la norme. Et en France, je crois que c'est intéressant, mais il y a un regard sur le handicap qui est, étant de culture française, qui est très, très biaisé. En France, si vous êtes handicapé dans une entreprise, il faut peut-être presque qu'on vous dit n'en parlez pas. Enfin, il y a comme une pudeur chez les Français, je le dis en étant français par rapport à d'autres cultures, où on essaye pas presque de cacher une différence. Et nous, on demande à nos employés d'affirmer leurs différences pour qu'on puisse les prendre en compte. Donc quand on construit un immeuble, je vais vous montrer quelques slides, on se pose vraiment des questions
sur tout le trajet de la personne. Dans l'immeuble, vous allez avoir plusieurs besoins dans la journée, que ça soit de déjeuner, d'aller aux toilettes, de vous enregistrer, de réserver une salle, et comment je peux décliner à chaque fois par rapport à comment je suis inclusif avec tous mes utilisateurs. Et on a regardé quelques scénarios, on se dit, voilà, dans ces scénarios, comment ça fonctionne. Je vais prendre un exemple, on a une application pour réserver les salles de réunion. On s'est rendu compte qu'elle n'est pas vocale, c'est-à-dire que c'est une application, si vous êtes non-voyant ou malvoyant, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc là, on est en train de travailler pour amener la voix, et au lieu de devoir taper sur son téléphone pour trouver une salle de réunion, la géolocaliser, que vous puissiez le faire par la voix. On trouvait d'abord que c'était une idée sympa pour les utilisateurs, et on s'est rendu compte qu'on allait répondre à un problème important, qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise vue et qui ne peuvent pas s'en servir correctement, donc on va pouvoir leur permettre d'avoir un outil en plus. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des handicaps ne sont pas visibles. Donc on pense que quand on voit l'handicap, il est visible, mais dans la majeure partie, dans notre société, je crois, en France, on est encore en dessous du quota, mais on travaille. On a des campagnes de prévention des ressources humaines qui disent, si vous avez un handicap, si vous manifestez-vous, on est intéressé de le savoir pour pouvoir vous prendre en compte différemment, ou si vous avez des spécificités. Donc il y a vraiment une politique qui est assez novatrice, enfin je n'avais pas vu ça ailleurs, où on demande aux gens de s'inscrire, de se déclarer pour qu'on puisse les prendre en compte. Et la plupart des gens qui sont en situation de handicap sont invisibles. C'est important de le savoir parce qu'on essaie souvent de répondre aux problèmes d'handicap visibles, on ne prend pas en compte les handicaps qui sont invisibles. On a développé, j'ai 5 minutes, je vais essayer de faire vite, on a développé des standards. Donc quand on construit un immeuble, on donne à nos architectes un design guideline en disant, voilà, si vous faites un immeuble Microsoft, que ce soit en Chine, au Vietnam, à Houston, voilà le look and feel. Et on leur donne aussi un guideline de, voilà quels sont l'inclusiveness guideline. Donc comment vous allez construire un immeuble? On s'est posé la question sur les 200 types de disability que vous pourriez avoir dans un immeuble, et qu'est-ce qu'il faut apporter, quelles solutions il faut apporter. On audite sur tous nos nouveaux projets. En interne, on a une personne qui vient auditer pour être sûr que notre immeuble va être adéquate à tout terme, à toute possibilité de situation de handicap. Là, vous voyez, j'ai mis des images que je trouve que ça parle pas mal. Donc ça, c'était nos bureaux avant. Maintenant, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, si je suis en fauteuil, là, je ne peux pas monter, ce qui est le cas dans cet immeuble par ailleurs. J'en parlais avec quelqu'un d'ici. Bon, ça doit être un monument classé, ça va être compliqué. Et si vous êtes en fauteuil roulant, aujourd'hui, vous passez par lequel livraison? Donc il faut se mettre dans l'optique de je suis en fauteuil roulant, en gros, je passe par quelle livraison. Ça crée tout de suite une différence qui n'est pas bonne. On s'est posé la question donc, par rapport au fauteuil roulant. Donc là, vous voyez différents types d'exemples. Sur la réception, quand vous arrivez sur la réception, il faut savoir qu'on est en fauteuil roulant, on n'est pas à la même hauteur. Ça peut paraître stupide de le dire, mais il faut se le dire. On s'est rendu compte que tous les boutons dans les portes qui s'ouvrent sont à la hauteur des personnes qui sont bipèdes debout. Donc là à Paris, on a fait un programme pour changer tous les boutons d'accès sur des portes où on en a, en les mettant à la hauteur d'une personne en fauteuil. Hop là. Et là, vous voyez d'autres types d'exemples où comment je fais que les choses soient variables en fonction de la taille. Donc j'ai des exemples là sur un handicap, sur une mobilité, mais on l'a sur le terme de la voyance aussi, comment je braille. Je ne sais pas si on dit, ça se dit brailler la partie signalétique, donc mettre en braille, on va dire qu'on le dit maintenant. Donc comment je mets en braille toute ma signalétique. Comment je fais en sorte, en Espagne où ils sont beaucoup plus développés, vous avez des tailles de lettres qui doivent être respectées sur les salles de réunion. En France, il n'y a pas de standard. Vous arrivez, c'est la signalétique, ça dépend de la bonne volonté de la personne qui a fait le projet. En Espagne, il faut qu'il y ait une certaine taille de lettres pour être sûr que ça couvre 99% de la population, ce qui n'est pas le cas. Les moquettes, qui sont de plus en plus des moquettes qui sont intelligentes, où elles peuvent communiquer avec une personne qui a une canne. On a une technologie qui permet aujourd'hui à une personne non-voyante qui a un téléphone, le téléphone avec l'intelligence artificielle va lui décrire l'environnement qu'il y a autour pour qu'il sache ce qui est en train de se passer. Il puisse au moins le conceptualiser. On lui dit voilà, à gauche il y a ça, à droite il se passe ça, et lui permettre de se déplacer. Ça c'est sur nos produits qu'on met en place dans l'architecture. Vous voyez là comment on va prendre un café. Donc ça va dans des exemples très, très, très simples, mais qui font la différence. Sur les machines, comment j'indique aux gens qu'est-ce qu'ils vont prendre et que ça soit à la bonne hauteur.
quel type de poignée. Donc quand je mets des poignées, quel type de poignée je dois mettre. Ça peut paraître très subtil, mais c'est beaucoup plus profond parce que finalement, c'est un état d'esprit. Si vous êtes capable de prendre en compte quelqu'un qui a des besoins différents, même si c'est 1 pour 1000, vous êtes capable de prendre en compte beaucoup de choses. Et quand il y a cet état d'esprit, on voit que ça se décline partout et que même les handicaps qui sont non visibles vont être pris en compte. Et ça développe une certaine empathie vis-à-vis du corps qui compose la société, qui est très intéressant pour nous et qui crée une cohésion au sein de la société. En termes de variété de sitting, donc là, je regarde l'estrade où vous êtes. Il faut mieux être dans la norme pour s'asseoir. Si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez même pas vous asseoir au premier rang. Donc ça paraît stupide encore une fois, mais on pense que c'est critique parce que ça commence par là. Et quand vous commencez à vous poser ce type de questions, vous pouvez faire un tas de choses qui sont beaucoup plus subtiles. Se laver les mains. Enfin, comment une personne qui a différents types que ça soit visuel, non visuel, d'handicap, en situation de handicap, peut se laver les mains sans avoir une difficulté supplémentaire. Et l'idée, c'est vraiment que la personne qui est en situation de handicap ne se sente pas, à chaque fois qu'il a à faire quelque chose, il n'ait pas l'impression de dire, tiens, comme c'est pas pensé pour moi, ça me demande un effort supplémentaire. Parce que ça lui renvoie l'image qu'il est en une situation de handicap et qu'il est quelque part exclu. C'est pour ça que je trouve le terme anglais inclusive assez intéressant. Sur la partie audio, donc là, dans une conférence de chez Microsoft comme ça, normalement, tout ce que je dis serait sous-titré en français déjà, et voire en anglais. Et donc il y a des produits technologiques que vous pouvez acquérir qui vous permettent la traduction automatique pour permettre aux gens non entendants d'avoir au moins en direct la visualisation de la conversation. Voilà, donc ça, je trouve que ce slide est intéressant parce que vous l'avez en braille et vous l'avez en langage des signes. On a au sein de notre comité de direction aux États-Unis une Disabled Chief Officer, donc une personne dont le seul travail, c'est d'essayer de comprendre comment on peut progresser là-dessus avec des plans. On a 3 millions de mètres carrés, donc dans l'immobilier, on a aussi une personne qui s'occupe de ça, seulement en se disant comment on va faire pour que nos espaces soient plus inclusifs. Donc voilà, je vais juste donner une petite vision de comment nous, au sein de l'entreprise, on le considère. Et c'est un enjeu fondamental parce que notre capacité à attirer les talents sont de tout type. Ils peuvent être dans des situations de handicap ou non. Et on ne veut pas se couper de pouvoir avoir des personnes dans nos sociétés parce qu'on n'a pas réfléchi à leurs besoins spécifiques quand ils viennent travailler. Voilà, je ne vais pas prendre plus de 5 minutes, mais c'était pour vous donner un aperçu. Merci. Merci Xavier. Donc Camille Géin, vous avez une double formation d'architecte et puis d'ingénieur. Vous êtes diplômé de l'École nationale des travaux publics. Vous dirigez donc la direction des projets à Postimo, qui gère donc le patrimoine immobilier d'une entreprise, on pourrait presque dire une entreprise de services pluricentenaire, mais qui est confrontée à une évolution de la société et entre autres à la reconversion de son propre patrimoine. Bonjour. Oui, alors je voulais commencer peut-être par rappeler la Poste, ses valeurs, et pour faire le lien justement avec la question que vous posez, parce que les valeurs qui sont portées par la Poste, qui sont l'engagement et l'attention, se traduisent aussi dans la façon dont on envisage le patrimoine de la Poste et comment on le transforme pour accompagner cette transformation d'un grand groupe qui s'oriente aujourd'hui vers le service et le lien. La Poste, redire peut-être que la Poste, c'est un réseau territorial exceptionnel, un réseau d'hommes, un réseau de distribution, un réseau de services de proximité, de services numériques. Et le réseau, ça permet aussi de créer du lien et de travailler sur l'isolement ou la dépendance. Et puis, donc, l'immobilier, quand on le travaille, on s'inscrit dans ces valeurs, donc créer du lien, créer de la centralité, travailler en tout cas sur l'inclusion. Alors, non, j'y arrive pas. Je suis trop loin. Merci. Oui, je vais peut-être... merci. Donc, la Poste, c'est 251 000 postiers qui sont sur le territoire et qui, tous les jours, vont chez les gens. Hein, c'est 75 000 personnes par jour qui se déplacent. C'est un réseau de proximité, comme je vous le disais. C'est 17 000 points de contact sur le territoire. Donc, il y a vraiment un engagement
c'est vraiment un acteur du territoire et de l'aménagement du territoire très fort. Et cette proximité est importante. Et un des enjeux, puisque ça porte quand même un fort service public, un des enjeux, c'est de permettre à toutes les personnes d'être à moins de 20 minutes en fait, d'un point de contact et à moins de 5 km de ce point de contact. Donc il y a vraiment une dimension de proximité et de lien très très forte. Et puis bien sûr, c'est le premier employeur en France de personnes en situation de handicap, et c'est au travers des achats réalisés par la Poste, plus de 100 000 emplois aidés qui sont créés par an. C'est celui-là? Merci. Ah ben non, je vais en arrière maintenant. Ça y est, j'ai compris. Rappelez peut-être aussi que la Poste travaille sur ces notions de rendre accessible à tous, pour tous, un certain nombre de services. Donc c'est l'accessibilité numérique au travers de ces points de contact, et puis des facteurs qui se déplacent donc dans les domiciles des personnes qui, elles, ne peuvent plus se déplacer. C'est l'accessibilité bancaire avec la banque postale, et puis bien sûr c'est des services de proximité qui permettent peut-être d'accompagner le fait que des personnes puissent rester dans leur domicile, le fait de livrer des repas, le fait de ce service Veiller sur mes parents qui vous permettent de savoir si votre père ou votre mère seul chez elle a pris son repas ou est en bonne santé. Enfin, c'est vraiment ce réseau et ce lien qui, je pense, qui est fondamental pour travailler sur ces questions aussi de dépendance. Alors très rapidement, l'immobilier de la Poste, c'est un parc voilà, assez exceptionnel, hein, puisque c'est plus de 10 000 bâtiments, c'est plus de 6 millions de mètres carrés, pardon. Je suis déformée. Un peu plus de 6 millions de mètres carrés. Tout notre parc patrimonial, bien sûr, est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et c'est un parc assez divers puisque c'est de l'industriel, pour permettre de livrer donc le courrier, le colis, c'est du tertiaire, et puis c'est le réseau, donc des surfaces commerciales. Alors, quand on développe en fait l'immobilier du groupe La Poste, quand on accompagne cette transformation, à la fois on produit un immobilier pour permettre ce développement de services, et à la fois notre grand enjeu, c'est de valoriser aussi un parc immobilier qui ne correspond plus à La Poste telle qu'elle a été créée il y a très très longtemps. Et pour le valoriser, on se pose un certain nombre de questions. En tout cas, on a des ambitions assez fortes, à la fois une ambition architecturale, puisque on dispose quand même d'un patrimoine architectural exceptionnel, avec un corps de grands architectes qui a été créé à l'époque. Donc l'idée, l'enjeu pour nous aussi, quand on valorise ce patrimoine, c'est vraiment de réinscrire cette qualité architecturale et urbaine de façon très volontaire. C'est aussi de travailler avec les collectivités pour réfléchir aux meilleurs usages dans la reconversion de ce patrimoine au regard des besoins. Et puis, c'est d'accompagner la politique de responsabilité environnementale et sociétale du groupe, donc par rapport à la transition énergétique, par rapport à l'accessibilité, enfin ces grands enjeux de société. Donc, quelques exemples peut-être de ce sur quoi on travaille, des exemples de reconversion donc de ce patrimoine exceptionnel dont nous sommes dépositaires, donc au travers de la Poste du Louvre ou l'hôtel des postes de Marseille-Colbert, des hôtels de poste de Dijon-Granger. Voilà, on a un patrimoine assez exceptionnel. Donc quand on le reconvertit, on essaye de le valoriser et de créer des usages qui font sens par rapport au quartier. On transforme des bâtiments industriels en bâtiments de logement, on crée des nouveaux bâtiments tertiaires comme celui de Baumschläger et Berlé à Nantes, où on essaye justement de travailler aussi l'innovation par le service et par la connexion de nos rez-de-chaussée au territoire. Donc voilà, ce patrimoine, on le travaille dans ce sens-là. Et puis je voulais vous parler rapidement de deux exemples, peut-être qui font tout de suite écho en fait au thème de cette conférence. C'est notre projet de résidence service senior. Donc l'idée pour nous, c'était, parce que donc, le vieillissement de la population, ça c'est un enjeu de société, et puis les seniors finalement sont de plus en plus urbains, ou en tout cas pour partie, et puis on s'est dit aussi que les seniors étaient des personnes actives en fait. On a aussi ces seniors actifs, donc comment est-ce qu'on leur permet de rester au centre des villes, connectés, à proximité donc des services. Et on a identifié un certain nombre de nos sites et on travaille donc à les reconvertir en résidence service senior pour permettre justement à des seniors actifs de rester en centre-ville.
de bénéficier des services et puis aussi d'apporter des services au territoire. Donc on travaille sur la question de l'intergénérationnel, de nos rez-de-chaussée, comment est-ce qu'on peut les ouvrir au quartier et comment on peut créer du lien entre les seniors et la ville. Donc on a 14 sites sur lesquels on travaille aujourd'hui. L'intérêt pour nous aussi, c'est vraiment de connecter les grands services et les enjeux de la Poste, hein, donc l'accessibilité numérique, l'accessibilité aux services, et comment l'immobilier est un support de cet ensemble. Donc les résidences services seniors, c'est vraiment ce maillage entre les services proposés par la Poste et l'immobilier au service du territoire et des populations. Un autre exemple très rapidement, c'est le musée de la Poste qui va bientôt réouvrir. Et le musée de la Poste, à l'origine, la rénovation du musée de la Poste, il y avait deux grands enjeux. La valorisation d'un patrimoine assez exceptionnel des années 70 qui avait vieilli, qu'il fallait moderniser. Et c'était aussi pour la Poste l'enjeu de rendre accessible ce musée à tous. Donc c'était vraiment ce qui a dicté cette rénovation. Et donc le musée de la Poste, ce sera il y a très rarement des équipements culturels en fait qui sont accessibles et qui sont certifiés. Donc on sera certifié HQE et on s'est inscrit dans une démarche de labellisation accessibilité qui est portée par le Certivia. Et l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire comment est-ce que, au travers de cette rénovation, le musée sera accessible à tout public, qui soit en situation de handicap ou avec effectivement des problèmes de vue ou de déplacement. Et c'est voilà, le confort visuel, le confort acoustique, l'accessibilité, rendre le musée en fait accessible à l'ensemble des publics. Merci. Alors, on va finir par un exemple 100% accessible avec Nathalie Chapuis, qui est donc diplômée d'HEC en administration et management d'entreprise et qui, depuis 2 ans, est directrice de programme chez GA Smart Building. L'entreprise, donc c'est un opérateur qui a été lauréat de Réinventer Paris 2, avec le seul projet qui soit aérien et non pas souterrain, puisque tous les sites étaient souterrains, sauf celui-ci. Et vous avez remporté l'appel à idées avec un projet de cité universelle 100% accessible. Oui, en effet, donc on est ravis. On a remporté d'ailleurs pour la première fois dans Réinventer Paris, on a remporté ce concours sur ce site-là à l'unanimité du jury. Donc évidemment, on était très fiers, mais surtout pour nous, ça montre une réelle prise de conscience sur l'importance de ce sujet. Donc on a envie d'être à la hauteur des espoirs qui ont été développés autour de ce projet et on y travaille intensément tous les jours. Donc la cité universelle, alors c'est un projet de 30 000 m², multi-usage, d'où le terme cité, dans lequel on va développer une salle omnisport événementielle, un pôle santé, du coworking, des bureaux, un hôtel également. Je vais peut-être vous raconter un petit peu, en faisant défiler un peu les images. Non, les images sont après. L'histoire de ce projet. On a effectivement... Alors, GA Smart Building est une société qui fait de la préfabrication béton. Donc, sur les sites proposés dans Réinventer Paris 2, il est évident que les sites en sous-sol étaient absolument inenvisageables pour nous. Donc, le seul terrain qu'on pouvait regarder, c'était celui-ci. Après, comme on est quand même une petite société, un outsider, on n'avait pas non plus les moyens, on concourt pas habituellement sur ce type de projet qui sont, comme j'imagine personne ne l'ignore ici, en termes de développement très chronophage et très coûteux également. Donc on ne souhaitait y aller que si on pensait avoir réellement un projet qui fasse sens sur le territoire et qui réponde aux demandes de Réinventer Paris, qui sont notamment la demande d'innovation. Donc on s'est renseigné, on a rencontré des gens, on a essayé de comprendre quel est le projet qu'on pouvait développer, qui pouvait en effet répondre à ces différentes contraintes.
Et en échangeant avec les élus locaux, on a entendu parler d'un certain Riyad Salem, qui est un athlète multimédaillé olympique, etc., dans différents sports, en sport adapté, et qui avait travaillé avec les élus locaux dans le cadre de la candidature du Pré-Saint-Gervais, de Pantin, etc., pour le village olympique, sur un gymnase 100% accessible. Et donc, ils nous ont dit, on trouvait que c'était une idée géniale. Malheureusement, ça n'a pas abouti, on n'a pas été retenu. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Donc, on est allé rencontrer Riyad Salem, qui est quelqu'un d'absolument fascinant et qui déplace des montagnes, et qui nous a totalement embarqués dans son idée. Et on s'est rendu compte qu'en effet, il n'y a pas une seule salle de sport à Paris qui soit accessible. Dans les temps qu'on vit actuellement, ça semblait totalement absurde. Et puis en fait, en creusant avec lui, il nous a aussi expliqué que du coup, on ne pouvait pas tellement faire de tournois de sport adapté à Paris, puisqu'il fallait fermer une salle de sport pendant 3 jours, le temps d'installer les rampes nécessaires, et l'inverse après pour les désinstaller. Que par ailleurs, les équipes qui venaient, il fallait les dispatcher dans les 3 chambres accessibles disponibles dans les hôtels parisiens et faire un massage scolaire à partir de 6h du matin pour un championnat qui ne commence qu'à 14h. Enfin, des choses qui nous semblaient totalement aberrantes, dont on n'avait absolument pas conscience, parce que nous, vraiment, on arrivait dans ce projet vierge d'intention, et juste à l'écoute, et on s'est dit, mais c'est fou, nous, en tant que valides, on n'a absolument pas conscience de ça, et ça nous a choqués. Et du coup, en creusant ce sujet avec lui, on s'est dit donc oui, en fait, c'est pas juste une salle de sport, c'est une salle événementielle aussi, parce que il faut des gradins en fait où les spectateurs qui puissent venir soutenir les équipes de sport adapté puissent également y assister. Et souvent, sont parce que on vit quand même beaucoup en silo dans notre société, donc souvent ceux qui viennent assister à des compétitions de sport adapté sont eux-mêmes en situation de handicap. Et puis il faut aussi l'hôtel qui permet d'accueillir les équipes et les spectateurs qui répondent à ces contraintes-là également. Il faut, et puis de bout en bout, on est arrivé à ce programme qu'on considère vraiment comme un écosystème cohérent, et l'intention est vraiment... Alors c'est là où je rejoins les échanges avec les utilisateurs, La Poste et Microsoft. L'idée n'est pas de créer un lieu pour les personnes en situation de handicap. L'idée est réellement de créer un lieu où tout le monde soit bienvenu. Alors je suis un peu longue, je m'excuse, mais je voulais expliquer cette démarche. Alors concrètement, la Cité universelle se situera dans le quartier de la Villette. Donc on est toujours à Paris. Paris s'arrête rue de la Marseillaise, là qu'on voit à droite de notre projet. Et on va bénéficier de cet environnement cette entrée de Paris. On avait besoin de faire un projet phare qui soit réellement une entrée de Paris, mais qui soit aussi ouvert tout autour de lui, c'est-à-dire pas seulement sur Paris, mais également sur Pantin, sur le Pré-Saint-Gervais. Donc ça a été une démarche forte qui explique aussi le dessin du bâtiment, qui ne voulait pas être fermé ni sur le périph' ni sur la banlieue, qui voulait vraiment être ouvert à tous, parce que cette démarche d'ouverture et d'universalité est vraiment prise en compte sur l'ensemble du bâtiment. Alors je ne vais évidemment pas omettre de citer nos architectes, qui sont Baumschlager et Berlet, qui a été évoqué précédemment, en binôme avec l'agence inédite Orage Montazami, et qui forment un duo exceptionnel et avec lesquels on arrive vraiment très bien à avancer. Voilà, donc l'idée là encore, c'est de créer un lieu qui soit accessible, mais surtout notre conviction, nous, de promoteurs, et pourquoi on a voulu se lancer sur ce projet qui, de là où on était à l'époque, on l'a regardé un peu un Everest, et on se disait, mais dans quoi on se lance, ça nous a un peu fait peur. Mais la vraie conviction, c'était prendre en compte les besoins spécifiques de certains utilisateurs, qu'ils soient handicapés moteurs, qu'ils soient, quelle que soit la famille de handicap, handicapés sensoriels, cognitifs, psychiques. C'est malentendant, voilà. C'est prendre en compte, c'est augmenter la qualité d'usage pour tous.
Et en effet, en fait, des lieux qui sont acoustiquement bien traités, c'est agréable pour tout le monde. Des lieux qui permettent d'avoir un apport de lumière naturelle complémentaire, c'est agréable pour tous. Des lieux dans lesquels il y a une signalétique facilitée, c'est agréable pour tous. Je donne un exemple. La télécommande a été inventée pour les personnes handicapées moteurs. Bon, voilà, ça a été une révolution. Les sous-titres ont été inventés pour les personnes malentendantes. C'est une autre révolution. Et les utilisateurs aujourd'hui de ces innovations-là sont évidemment plus du tout le public cible pour lequel ça a été conçu. Donc c'est cette démarche-là qu'on a envie d'avoir, nous, avec notre projet. Et on est absolument convaincus que ce n'est pas du tout une contrainte, mais c'est justement une opportunité et une qualité d'usage. Et en fait, plus on développe le projet, et plus ça se confirme, en fait. Alors, là, c'était un petit récapitulatif de cet écosystème et différents programmes qui sont développés à l'intérieur de notre bâtiment. La contrainte du projet Réinventer Paris, c'était de réintégrer la préfourrière qui est actuellement l'exploitation sur le site à l'intérieur du projet, mais elle-même sera aussi prise en compte dans la démarche d'accessibilité, évidemment, comme chacun des programmes qui sont évoqués ici. Donc le pôle sportif, le pôle bureau, le pôle santé, le pôle hospitality. Hospitality, donc c'est les espaces de restauration et d'hôtel qui seront présents au sein du site. Donc là, on a une petite taxonométrie pour expliquer. Alors, je ne vous cache pas que, au-delà de la simple accessibilité, l'empilement de ces différents programmes a été un vrai challenge aussi architectural que nos architectes ont relevé et continuent à relever, hein, parce qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout de toutes ces contraintes-là. Et là, je reprends l'exemple. Notre démarche a été de s'inscrire dans le nouveau, alors très récent label accessibilité qui a été développé par Certivea et qui a cette énorme vertu de rassembler justement les différentes pratiques qui sont faites. On se rend compte que voilà, Microsoft, alors j'ai absolument pas conscience à quel point Microsoft était investi sur ce sujet, et il faut absolument qu'on se rencontre et qu'on discute et qu'on voit comment vos solutions peuvent être appliquées au sein de la cité universelle. Mais surtout, il y a des démarches individuelles, beaucoup sur ces sujets-là, avec différents moteurs à l'origine. Mais ce qui est très important, c'est de les partager, de les rassembler et d'en faire bénéficier les autres. Et c'est toute la vertu d'un label aussi, qui sont là encore pas seulement des contraintes, mais aussi des guides sur comment prendre en compte, en effet, par exemple, des poignées préhensibles, tous les sujets que vous avez évoqués se retrouvent au sein du label accessibilité. Et donc on pense que voilà, quand les certifications et les réglementations prennent jour, et ben, ça veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience et il y a une démarche de partage qui se met en place. Alors j'en profite quand même pour vous montrer quelques images du bâtiment, parce que évidemment, c'est pas parce qu'un bâtiment est accessible universellement qu'il ne peut pas être superbe, et on compte bien être là aussi à la hauteur des souhaits de nos architectes. Voilà. Après, c'est sûr que alors, l'intérêt de notre projet et la complexité de notre projet, c'est évidemment la diversité des programmes qui font que l'accessibilité, par exemple, il faut comprendre les besoins spécifiques de sportifs en situation de handicap et tout type de handicap, 4 familles de handicap comme on l'a évoqué plus tôt, aussi bien que pour un utilisateur de l'hôtel. Le design de la chambre d'hôtel est regardé aussi finement que les coulisses de la salle de sport, pour que l'ensemble soit parfaitement accessible. Voilà. Merci infiniment. Là, depuis tout à l'heure, on utilise différents termes. Il faudrait peut-être un peu préciser, parce qu'on a parlé de PMR, donc de personnes à mobilité réduite. On a parlé de personnes en situation de handicap. On pourrait parler de personnes invalides. En fait, il y a une espèce de grande confusion. Alors, est-ce que vous pourriez, est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous pourrait
éclaircir. Moi, je veux bien en parler parce qu'en effet, ça a été un vrai sujet pour nous aussi, le lexique. Et ça l'est toujours. Parce qu'en fait, il n'y en a pas qui soit commun. Invalide, par exemple, les quelques fois où on a osé, en fait, on n'a même pas osé dire invalide dans nos échanges avec Riyad, mais on a eu le malheur de dire valide. Ouh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas osé dire Sauf que la seule vraie carte que l'on ait, officielle, c'est une carte d'invalide. Ah oui, oui, oui. Et puis il y a et non l'hôtel pas des une carte Invalides, etc. et non pas une carte PMR. Mais bien sûr, mais pour lui, c'est un scandale absolu parce que si certains sont valides, ça veut dire que d'autres sont invalides et que comme les tickets de métro, on les jette, etc. Enfin, bon, voilà. Par ailleurs, on est accompagné par un conseil spécialisé en accessibilité qui nous a été d'ailleurs présenté par Riyad, donc ils s'entendent bien, qui lui ne parle que de valides. Donc c'est très 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 compliqué de trouver les bons termes. Nous, on a un sujet qu'on a présenté évidemment au travers d'une offre, un oral. On voulait et puis au-delà de ça, tous nos partenaires, on a beaucoup de partenaires très impliqués dans le handicap, avec lesquels on voulait surtout pas commettre d'impair. Et ben c'est extrêmement extrêmement complexe. Ouais. Ça me fait penser à une phrase de Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Enfin, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend le mauvais terme, on crée une souffrance supplémentaire. Je pense nous, on parle de situation de handicap parce que d'abord, elles peuvent être temporaires. Vous pouvez être handicapé de manière temporaire et vous n'êtes pas moins handicapé qu'une autre personne. Temporairement, vous êtes autant handicapé. Donc, l'utilisation, du moins chez Microsoft France, c'est une situation de handicap qui peut être... vous avez la perte de quelqu'un dans votre famille, ça peut être une situation de handicap, ça va beaucoup plus loin. Je prends le cas espagnol parce qu'ils sont beaucoup plus avancés, c'est impressionnant. En Espagne, vous êtes obligé d'avoir dans une société une personne qui s'occupe des risques. Donc, quand en France on dit les risques, on pense l'évacuation de secours, le feu, enfin on est quand même assez basique. Eux, c'est le risque psychologique. Enfin, comment on gère le risque psychologique dans l'entreprise? Il y a une personne dont le travail au quotidien, c'est d'évaluer les risques psychologiques, les risques de stress et d'apporter des solutions pour ne pas créer des situations où les gens se sentent exclus par rapport à un stress supplémentaire. Et ça va plus loin, c'est que quand une société, chez nous on a des gens qui font du conseil, vont travailler chez des clients, en Espagne on a l'obligation légale de vérifier que quand ils vont chez le client, ils vont avoir le même accès par rapport à la société pour tout ce qui est une situation de handicap. Donc si j'ai un conseiller, un consultant fauteuil roulant en Espagne qui va aller travailler chez Accenture, j'ai l'obligation légale de vérifier que cette personne-là, que chez Accenture, pourra avoir les mêmes accès qu'il a dans ma société, parce qu'on le détache ailleurs. Donc pour en venir à votre point, je pense que nommer les choses, et ton exemple, je trouvais super quand vous en avez parlé avec cet athlète, on veut alors, et ça c'est le côté français, on ne veut pas dire invalide pour être par pudeur, donc on dit valide, et en disant valide, finalement on est en train de dire invalide, parce que par opposition. Donc il faut nommer les choses, mais il faut bien les nommer pour que ça soit respectueux de l'état de la personne. Voilà, donc ce qui me concerne, bon, je viens du Chili, là, donc les discapacitados, c'est partout dans la rue, c'est tout le monde, bon, on a une différence, el cojo, el sordo, et voilà, et chacun, il prend un espèce de surnom, là, on a discuté, mais surtout, moi, qu'est-ce que je fais avec l'école d'architecture, d'ouvrir les yeux. Les jeunes, justement, espèce de pudeur des Français qui sont, et je dis, mais c'est pas grave, montez sur un fauteuil, venez voir les regards des autres. Et ça porte, parce que les peu d'étudiants que j'ai, et ça a changé. Au début, c'était 13, aujourd'hui, on est 19, demain, c'est vraiment 35, j'espère que ce sera toute l'école. Et c'est les futurs jeunes qui vont travailler sur l'habitat, ils vont changer ces regards. Donc, j'espère que ça commence par la sensibilisation. Je me permets juste de rebondir sur la situation de handicap, pardon, parce que en effet, pour nous, enfin, c'est ce qu'on utilise aussi et c'est ce qui fait consensus. C'est juste un peu long, mais c'est vraiment la réalité. En fait, on considère, enfin, et je pense que la plupart des personnes qui travaillent sur l'accessibilité, c'est le cas, c'est que le handicap n'est qu'une question de contexte.
Je suis moi-même handicapée dans ma cuisine parce que je suis petite, je mesure 1,57 m et je suis bien incapable d'atteindre les éléments qui sont situés en haut. Donc j'ai compensé. Et voilà, en fait, on est en situation de handicap. Il y a des compensations qui sont possibles. Donc dans mon cas, j'ai compensé. J'ai un tiroir dans lequel il y a un marchepied que je déploie quand j'ai besoin d'eux. Et du coup, je referme. Et en fait, il est impossible, il est irréaliste de croire qu'on saura rendre un bâtiment et idéalement une ville et idéalement une société entière totalement accessible universellement. Mais on pourra mettre en place le maximum de compensation pour que les différences s'effacent. Alors quelqu'un a parlé d'effacement en effet de la différence, c'est vous, je ne sais plus, pour que les différences puissent s'effacer. Et c'est ce qui permet de ne plus avoir de gens en situation de handicap, parce qu'en effet, il y a une compensation qui est en place et qui met tout le monde au même niveau d'égalité, ou le plus proche possible de ce niveau d'égalité. Alors, il y a aussi un autre handicap pour appréhender ces handicaps, c'est la quasi-absence de statistiques. En fait, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. J'en ai noté quelques-uns. Hein. C'est déficience auditive en France, hein, 5 millions de personnes. Déficience motrice, 2,4 millions. Déficience visuelle, 1,7 millions. Et déficience cognitive, 0,7 millions. Bon. Alors, je prends juste l'exemple de la déficience motrice. Handicapé moteur, il me manque de doigts, je suis handicapé moteur, mais j'ai pas besoin d'un rayon de giration d'1,50 m dans ma salle de bain. Par contre, j'ai besoin d'une robinetterie adaptée, j'ai peut-être besoin d'un clavier d'ordinateur spécifique et des poignées de porte spécifiques. Alors ça, c'est... et on s'aperçoit que l'INSEE fait très très peu de statistiques sur le sujet, et donc on a des chiffres impressionnants qui circulent, mais qui en même temps masquent la spécificité de chaque handicap. C'est ce que vous disiez, on compense. Alors est-ce que, au lieu de passer de la normalisation autoritaire qui est en place aujourd'hui, entre autres pour le logement, on ne devrait pas passer aux sur-mesures, c'est-à-dire de concentrer, de faire en sorte que dans toutes les parties communes accessibles à tous, l'accessibilité soit effectivement applicable pour tous les types de handicap, et puis qu'après, à partir du moment où on rentre dans la sphère privée, on fasse du véritable sur-mesure, parce que vous êtes en fauteuil roulant, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que votre voisin qui l'est aussi. Vous êtes hémiplégique, déjà le fait que ce soit à gauche ou à droite, vous n'allez pas avoir les mêmes équipements dans votre salle de bain, dans vos WC, dans votre cuisine, et ainsi de suite. Alors comment ça se passe Moi, je pense dans le cadre de l'entreprise, sur le tertiaire, vous ne savez pas qui travaille aujourd'hui. Enfin, on sait qui travaille aujourd'hui. Demain, vous pouvez avoir n'importe qui. On veut attirer tout le monde. Donc, il y a un côté où on doit prendre ça en compte complètement. Ce qui est pour moi le plus choquant, c'est vis-à-vis de... Alors, je ne sais pas si c'est les pouvoirs publics. Si vous prenez le métro, vous êtes en fauteuil roulant. Bon, il y a la station La Madeleine, c'est fait pour. Il y a Abbesse, il y a 3 ou 4 où il y a des ascenseurs. Sinon, vous ne pouvez pas prendre le métro. Il faut se dire qu'il y a toutes les personnes en situation de mobilité réduite à Paris n'ont pas accès au métro. C'est quand même qu'on est au XXIe siècle, on est une société développée, et à aucun moment ça pose un problème à personne. Et c'est ça le vrai problème, c'est que personne ne se dit, si chaque fois vous prenez le métro, les escaliers, vous dites si j'étais en fauteuil, comment ça se passerait, d'un seul coup, on prend conscience. Donc il y a un manque de conscience, et il y a des choses qui sont basiques. Quand vous dites à une personne en situation de mobilité réduite, tu ne pourras pas prendre le métro comme les autres, c'est un problème, pas le problème de la personne, c'est un problème de société, puisqu'on ne s'est pas encore mobilisé en disant ça, il faut qu'on le solutionne. On va vous dire oui, mais c'est compliqué. On est capable d'envoyer des gens sur la Lune, donc je pense qu'on est capable de faire descendre des gens dans le métro. C'est pas si compliqué que ça. Et c'est une question de priorité. Où est-ce qu'on va mettre l'investissement? Est-ce qu'avant de faire une ligne, la ligne 15 ou 16 ou 17 ou je ne sais pas combien, on en fait beaucoup en ce moment, ce qui est super, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à se faire? Est-ce qu'on n'essaie pas d'adapter ça pour tout le monde? Une personne qui est il y a des personnes en situation de mobilité réduite qui doivent voyager en bus pour aller prendre un autre métro sur la même ligne parce qu'ils ne peuvent pas descendre dans le métro, et ça pour aller travailler. Donc c'est un handicap vis-à-vis de l'accès au travail, parce que vous rajoutez du temps. Donc je pense que sur l'universalité dans les espaces publics,
Je prends la cigarette à Los Angeles, vous avez plus à San Francisco, vous avez plus le droit de fumer dans la rue. C'est devenu, c'est interdit. Ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres États, vous avez le droit de fumer de la marijuana dans la rue. Donc, mais bon, à San Francisco, le fait de fumer dans la rue est interdit. Fumer dans les parcs, c'est en train d'arriver peu à peu. Mais on ne se pose pas la question en France de se dire qu'est-ce que doivent faire les pouvoirs publics pour donner accès au bien commun à tout le monde. Donc je pense que oui, il y a un côté d'universalité, au moins dans les espaces publics, et pour moi le tertiaire fait partie d'un espace public parce qu'on a une population qui va changer. Bon, de mon côté, c'est très particulier parce que c'est dans les domiciles. Donc, effectivement, effectivement, pour le travail avec les ergothérapeutes, pour moi, c'est primordial. Combien de fois on est arrivé avec des gens ils se sont dit, ben, je fais ma rampe. Quand je regarde la rampe, je dis, mais comment vous faites pour monter, quoi? Parce qu'ils sont mis même pas à 15, 20, 35 degrés, j'ai vu, parce qu'il avait que la place pour faire ça, mais complètement incompréhensible. Donc là, c'est cas par cas. Et ça dépend des pathologies, parce qu'il y a des gens qui préfèrent garder sa baignoire et on dit non, mais la douche italienne sera plus facile pour les dents, etc. Mais non, la personne, elle est mieux parce que par rapport à ses douleurs, il préfère être à la baignoire. Donc c'est vraiment très particulier. Il faut être à l'écoute et ces binômes santé et bâtiment, de plus en plus, je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent. Oui, moi je compléterais en disant qu'en effet, même pour les PMR, où vous parliez du rayon de giration, en fait, en passant quand même beaucoup de temps ces derniers temps, enfin ces 2 dernières années avec des personnes en fauteuil, on se rend compte que moi j'ai découvert que la plupart pouvaient en fait se lever et donc et certains pas du tout. Mais finalement, c'est une petite partie des personnes en fauteuil qui peuvent vraiment, qui n'ont aucune mobilité. Donc, enfin, on a des idées reçues aussi, et en effet, en revanche, on a pris conscience aussi en travaillant, par exemple, sur les sanitaires, que beaucoup avaient une mobilité, mais d'un côté plutôt que l'autre, donc ce qu'on appelle le transfert. Et donc, par exemple, on s'attache à avoir, nous, au sein de la Cité universelle, dans chaque sanitaire, la possibilité de se transférer par la droite ou par la gauche. Voilà. Mais alors que la réglementation dit il faut avoir le rayon de giration. Mais finalement, si on a le rayon de giration, on a la capacité mais pas du bon côté, ben, on est aussi embêté que s'il n'y avait pas du tout de rayon de giration. Hein. Donc, et c'est extrêmement angoissant pour quelqu'un de se dire il n'y a pas de sanitaire. Vous imaginez la situation où vous vous rendez compte qu'il y a un sanitaire qui est là devant vous, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est presque avilissant comme situation. Enfin, ça pourrait le devenir. Donc c'est honteux en fait de laisser ça passer. Et après, je ne suis que promoteur, je ne sais même pas comment on établit une réglementation et comment prendre en compte dans la réglementation ces besoins très spécifiques de chacun. Vraiment, j'ai pas de solution à ça, mais ce qui est évident, c'est que faire des généralités dans le handicap, ça ne fonctionne pas. Juste aujourd'hui, quand on regarde un immeuble pour prendre à bail un immeuble, c'est les questions qu'on se pose. Enfin, qu'est-ce que me permet l'immeuble en termes d'accessibilité? Est-ce qu'il a été conçu pour ça? Est-ce qu'il y a une réflexion? De même qu'on se pose la question, et quelle est sa consommation énergétique? Aujourd'hui, toutes les sociétés se disent comme consommation énergétique, c'est important. Je vais prendre un immeuble qui est un label LEED Platinum, par exemple, et on commence à arriver à la partie de label d'accessibilité en se disant, quand je prends un immeuble, s'ils ont réfléchi à tout ça, il sera mieux que l'immeuble à côté qui n'a pas réfléchi. Donc ça devient même par rapport, en me mettant du côté du promoteur, un avantage concurrentiel de rendre des immeubles friendly disable, parce que les utilisateurs sont en demande de ça et le valorisent. Cette question que vous posez en fait de la spécificité ou de l'université, elle est très complexe parce que c'est vrai que, et ça fait écho aussi à ce que vous disiez, à savoir les innovations ou en tout cas la réflexion qu'on peut avoir par rapport à un public qui aurait, alors je ne sais pas comment dire, un handicap, finalement une situation particulière, finalement c'est aussi des innovations qui servent à tous après. Donc je pense que le côté universalité, en fait, il est aussi dans notre capacité à produire des espaces qui sont peut-être adaptés ou en tout cas accessibles, voilà, à tous, et qui permettent à la fois d'être réversibles du coup, en tout cas d'accepter des évolutions beaucoup plus fortes
que s'ils sont conçus de manière très spécifique. Et après, je pense qu'il y a une différence assez forte entre les espaces communs et les espaces particuliers. Parce que, par exemple, on se pose la question sur les résidences services seniors de ces espaces communs qui sont des espaces de rencontre, comment est-ce qu'on les conçoit pour qu'ils soient à l'usage de tous, accessibles à tous, et les logements, par contre, comment est-ce qu'ils sont à la fois spécifiques et réversibles, ou en tout cas pouvant évoluer en fonction du vieillissement de la personne, en fonction si elle souhaite rester dans ce logement et jusque quand. Et c'est des questions qui sont quand même très compliquées. Et c'est pas des questions qui doivent être dictées par la réglementation. C'est des questions qui doivent être anticipées par le promoteur, l'architecte, voilà, le propriétaire, l'usager. En fait, c'est toute la notion de l'adaptabilité, qu'on appelle donc entre handicapé et handicapable. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'une porte d'1,20 m pour rentrer chez soi. Mais si demain on en a besoin, il ne faut pas qu'on la structure, on soit obligé de toucher à la structure du bâtiment pour pouvoir mettre une porte d'1,20 m. Et en même temps, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un appauvrissement de la typologie du logement, parce qu'on applique à tout le monde des normes d'accessibilité qui font que quand on a des séjours qui sont des fois plus petits que l'entrée, la salle de bain et la cuisine. Alors après, une autre petite question que je voulais vous poser, bon, effectivement, on base beaucoup de réglementation sur la partie construction, mais en fait, ce que vous disiez tout à l'heure à partir de la télécommande, en fait, une grosse partie des réponses aujourd'hui sont d'ordre technologique. Vous parliez de moquettes qui permettaient, intelligentes, qui permettaient de s'orienter. C'est la canne électronique, c'est toutes ces évolutions technologiques, ou même simplement le moteur, enfin les fauteuils motorisés, qui permettent de franchir des rampes beaucoup plus inclinées ou qui même permettent de franchir des escaliers. Et en fait, est-ce que l'intérêt, ça n'est pas de mieux équiper technologiquement la personne en situation de handicap, ce qui lui donne une plus grande autonomie finalement? Moi, vous parliez tout à l'heure des rampes. Moi, j'ai visité un nouveau musée en Espagne. J'étais assez surpris parce qu'il y avait des rampes de 15%. Bon, ce qui était quand même très fort. Mais le directeur du musée me disait, mais moi, je préfère avoir un médiateur qui pousse quelqu'un en fauteuil roulant, qui va en profiter pour lui faire visiter le musée, ou que ce soit l'accompagnant du visiteur, mais ils feront tous les deux le même parcours. Je ne vais pas le faire passer par l'aire de déchargement ou lui faire tout un détour pour pouvoir prendre une rampe. Et il dit, en fait, humainement, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans le système de l'inclusion. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans vos expériences au niveau de la technologie, par exemple, où il y avait des choses faisables que vous explorez déjà Alors, tous les produits qu'on développe, on essaye il y a cette question, est-ce que ça va être inclusif? Par contre, pour revenir à votre point, je ne pense pas que la rampe à 15 degrés, je comprends l'exemple, les deux sont possibles. On peut faire une rampe qui ne soit pas à 15 degrés. Je vous montrais ces exemples d'escalier. Effectivement, c'est plus cher, il faut plus de place. Alors, la rampe à 15 degrés, c'est mieux que rien. Oui, mais je ne pense pas que ça soit satisfaisant comme réflexion. C'est comme une station de métro, tout en étant dans un principe de réalité. Une station de métro sur 2 qui a un ascenseur, c'est mieux qu'une sur 5, oui, mais ça ne répond pas au problème. Je pense que l'ambition qu'il faut avoir, elle doit aller plus loin que les contraintes qui nous sont opposées, parce qu'elles ne sont pas opposées à nous, elles sont opposées aux autres. Demain, on peut avoir, si demain vous avez un membre d'un enfant, un partenaire qui est handicapé, d'un seul coup, vous avez une vision différente. Et la plupart des gens qui vont participer à l'élaboration de ces normes ne sont peut-être pas dans cette situation ou confrontés à cette situation, donc ça reste très théorique. Et la technologie peut apporter un certain nombre de solutions. Là, on aurait pu mettre la traduction automatique, enfin, pour les personnes qui seraient malentendants. Ça fonctionne très très bien, c'est accessible sur le cloud, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement dans le pack Office.
Et d'un seul coup, je ne sais pas quel est, si c'est une personne sur 10 en France qui a un problème d'audition, eh ben c'est plus que ça, on est une trentaine ici, on est presque 30, donc il y en aurait 3 dans la salle pour qui ça pourrait aider, qui sont peut-être pas déclarés, qui n'ont pas envie qu'on le sache. Et la technologie peut apporter une solution qui n'est pas sans être intrusive. Vous n'avez pas à vous signaler. Je pense que la solution que vous apportez pour compenser, c'était le terme, la situation de handicap, elle doit venir sans qu'elle soit demandée. J'ai besoin de quelque chose. Non, je le donne au cas où, c'est-à-dire que j'étais pris en compte dans la réflexion. Donc je pense que la technologie n'est pas, par rapport à l'architecture, c'est des choses qui s'additionnent et pas qui remplacent. Alors pour compléter, bien sûr, nous dans la conception de la cité universelle, donc là on finit notre APS, on prend en compte beaucoup d'exigences, enfin au maximum les différentes contraintes en termes de rampe, en termes de effectivement largeur de circulation, etc., etc. Mais il y a certains besoins spécifiques qui ne peuvent pas se prendre en compte dans la conception architecturale elle-même. Et on a un partenariat, là aussi ça se structure, avec la Handitech, qui est la French Tech dédiée aux startups autour du handicap, et il y en a beaucoup, qui va nous aider. Une fois qu'on aura finalisé notre conception et qu'on aura identifié les réponses, enfin les besoins spécifiques pour lesquels on n'a pas de réponse encore, que ce soit dans la conception architecturale, dans la décoration aussi, la prise en compte, la matérialité, les contrastes, la luminosité, etc. Ce qu'on n'aura pas su traiter comme ça, et il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas encore su traiter comme ça, on viendra le compenser avec des solutions, pour la plupart technologiques, qui existent sur le marché et qu'on mettra en place dans le cadre de la cité universelle. Ouais. Au niveau, alors, parce que là, bon, on parle plutôt d'handicap non psychique, mais alors pour ce qui est entre autres des résidences seniors et entre autres de la maladie d'Alzheimer, mais également plutôt, on met beaucoup de gens atteints de la maladie d'Alzheimer, alors que c'est plutôt de la sénilité, dégradation cérébrale. Quel est le rôle entre l'interface entre l'architecture, la technologie, et puis peut-être aussi le côté humain? Absolument. Moi, je pense que devant tout le monde, il faut mettre les usagers. Il faut les écouter. Ça, c'est principal. Si on n'écoute pas les gens qui sont vraiment sont des experts, ils vont nous dire non, ça marche pas. Et là, toujours, on a encore du mal. Après, on se retrouve en commission à présenter le projet. Et bien sûr, il y a l'association de plusieurs commissions et ils cassent les projets. Les archis, ils les prennent très mal. Mais bon, on se demande pourquoi il les a pas appris, consultés avant, quoi. Peut-être s'il aurait consulté avant, on n'aurait pas appris tant de problèmes. Hein. Et dans la maison, pareil, moi, surtout dans le problème d'Alzheimer, j'ai visité des maisons de résidence spécialisées Alzheimer aux États-Unis. Donc là, la démarche est complètement différente, quoi. Donc, et on n'est pas dans un cadre hospitalier, très assis, on dirait qu'un hôpital, la rampe, tout c'est, il veut autre chose, quoi. Les gens, ils sont très repères. Maintenant, dans les résidences, ils sont chez eux. Il faut qu'ils ça reste dans l'image de chez eux et rendre les soins, tout de suite, on met quelque chose de très hospitalier, pour dire les mots, quoi. Mais c'est pas la solution. C'est pas forcément la solution, ok? On met main courante, mais c'est main courante, c'est pas la barre et qu'on a l'habitude de mettre, quoi. Donc peut-être, voilà. Dans les hôpitaux, il y a des caméras de partout aujourd'hui et on a développé, c'est intéressant, ça vient d'une innovation dans l'industrie ou pour la prévention de risques. On l'a apporté dans les hôpitaux où il y a une technologie qui tourne qui permet d'identifier, en parlant d'Alzheimer, si quelqu'un est perdu. Donc les caméras sont en train de filmer et le moteur d'intelligence artificielle derrière va se dire, tiens, cette personne-là, elle a un comportement qui est étrange, je pense qu'elle est perdue. Et elle va signaler, donc là on est en train de parler de la technologie comme support pour contrer une situation de handicap qui pourrait devenir dangereuse. Elle va prévenir un infirmier ou une infirmière en disant cette personne-là à tel endroit, va la voir parce qu'elle est en situation de détresse et elle est perdue.
peut-être suite par rapport à Alzheimer, et ça permet à la personne d'avoir une action. Dans l'industrie, on s'en sert par rapport au risque. Il y a un tonneau qui tombe avec du liquide, la caméra le capte, va prévenir la personne, là il y a un danger. Et on se rend compte que dans les hôpitaux, ça peut servir énormément, parce qu'il y a beaucoup de gens, ça peut sembler un peu anecdotique, mais vous sortez de votre chambre, vous avez Alzheimer, vous êtes perdu, vous êtes vraiment perdu. Et si personne vient vous aider, pour vous aider, c'est pas le problème d'aider l'autre, c'est de savoir qu'il a besoin d'aide. Sachant qu'il est perdu, il ne sait peut-être même pas qu'il est perdu, donc il ne va pas demander de l'aide. Et la technologie permet de discerner ça par rapport à un comportement d'une personne et d'informer les personnes compétentes pour pouvoir solutionner ce problème. Alors moi, je voulais peut-être que Postimo nous explique, parce qu'il y a aussi une autre dimension, c'est le maintien à domicile. La Poste se sert de son foyer de postier mobile pour justement permettre à des gens qui sont un peu éloignés, un peu isolés, de rester à domicile en leur apportant des services. Et je généraliserai après la question, c'est-à-dire c'est aussi la réponse citoyenne et individuelle, c'est-à-dire ou collective, et non pas forcément publique. C'est aussi votre question précédente par rapport à la technologie. C'est vrai que du coup, il faut travailler sur différentes échelles, différentes façons d'apporter des réponses. Et c'est vrai que la Poste, elle développe le service au regard de sa mission, qui est d'être au plus proche partout sur le territoire des personnes, et elle réfléchit ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire comment effectivement accompagner le vieillissement de la population. Donc la Poste, elle développe ces services qui permettent de faire en sorte que les personnes isolées ou qui vieillissent et qui ne sont plus mobiles, elles aient accès à des services qui leur sont nécessaires. Donc ça peut être la question de l'accessibilité numérique, c'est les services qui permettent d'accompagner, de livrer des médicaments, des choses comme ça. Donc c'est vraiment travailler sur le lien et l'isolement au travers des services. Et puis Postimo, où là on est sur un autre, c'est très complémentaire, et c'est un autre vecteur qui est effectivement l'immobilier. Comment est-ce qu'il accompagne cet enjeu? Et sur nos résidences services seniors, finalement, on s'est pas encore posé peut-être la question de la technologie, on s'est plus posé la question aussi de nos résidences services seniors, elles ne seront pas médicalisées, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion sur les personnes, les retraités sont encore des seniors très actifs. Le vieillissement de la population, c'est un enjeu, mais il faut aussi avoir je pense qu'il y a une réalité, c'est que quand on est à la retraite, quand on est considéré comme senior, on est encore finalement très actif, très capable. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est comment est-ce que on permet finalement à cette population de rester en centre-ville, donc de rester connectée, et puis comment est-ce que finalement on la fait participer à la vie du quartier. Donc, et voilà, on utilise d'autres vecteurs peut-être que la technologie ou des choses comme ça, mais c'est effectivement le travail sur le lien, la proximité, comment est-ce qu'on crée des synergies entre des associations, les seniors qui seront là, quels services on peut proposer pour leur permettre de vivre ensemble tout en restant aussi chez soi, parce qu'ils ont certainement envie d'avoir leur chez soi, mais de ne pas être isolés. Donc c'est des vrais enjeux, je trouve, très intéressants à travailler, et ça maille finalement une réflexion sur l'humain, sur le service, sur le sens et sur l'immeuble. Voilà. Alors, je compléterai. Alors, dans notre projet, on travaille pas tellement sur le logement, en dehors de la question de l'hôtel, qui met une forme un peu spécifique de logement, ou qui peut pas être autant à l'image de son utilisateur que le logement privé, évidemment. Mais pour rebondir, je trouve qu'en effet, quand on parle de compensation, il y a ce qu'on peut mettre en place dans le cadre de l'immeuble, dans la conception, il y a ce qu'on peut mettre en place à l'aide de la technologie, et surtout,
il y a ce qu'on peut mettre en place avec l'humain derrière, parce que seule la technologie ne fonctionne pas, seul l'immeuble ne fonctionne pas non plus, donc il faut que ce soit un lien entre les trois. Et dans le cadre de Réinventer Paris, une des exigences, c'est aussi d'arriver avec un projet qui a un business model qui fonctionne, donc d'avoir un investisseur et des exploitants qui soient associés dès le début. Et donc les engagements qu'ont pris les exploitants du coworking, du pôle santé, de l'hôtel, sont aussi des engagements en exploitation de former leur staff, par exemple, pour l'hôtelier, régulièrement à la prise en compte du handicap, de savoir comment réagir selon les différents types de handicap, comment les accompagner, etc. etc. C'est également le cas pour le pôle santé, le coworking. Donc, c'est pas juste... Enfin, il n'y a pas quelque chose à mettre en place et qui suffit en soi. Il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait un environnement qui soit vivant et qui permette en effet d'anticiper ou de prendre en compte, enfin, cet exemple de caméra qui identifie les personnes perdues est passionnant. Et voilà, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra et quelqu'un pour intervenir derrière. Alors, je vais peut-être vous donner la parole dans la salle, que je ne sois pas le seul à poser des questions. Merci beaucoup. Pierre-Antoine Léra, donc je suis chef de projet accessibilité à la Solido, la société de livraison des ouvrages olympiques. Par ailleurs chargé de cours en master VHMA sur l'accessibilité et la conception universelle. Je vais juste me permettre peut-être de vous poser des questions intéressantes, peut-être de clarifier deux, trois points. Alors juste sur les termes, PMR, je pense qu'on l'emploie de manière un petit peu, enfin pas de la manière la plus pertinente. C'est l'origine, ça provient d'une circulaire européenne de 2001 sur les transports. À l'origine, ça veut dire passager à mobilité réduite. Et ça nous dit bien que c'est toute personne qui est gênée dans sa mobilité quotidienne, soit liée à une déficience physique, psychique, temporaire, visuelle. Donc, c'est pas du tout... Oui. Voilà. Non, mais pour dire que c'est pas du tout synonyme de personne déficience motrice, c'est encore moins de personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Et personnes souffrant de handicap, donc ça provient plutôt du modèle social du handicap, donc qui est un modèle québécois holistique qui situe vraiment le handicap comme étant une interaction négative entre des facteurs personnels au sens large, des facteurs environnementaux qui vont empêcher la réalisation d'une ou plusieurs habitudes de vie dans son environnement. Donc ce qui est intéressant là-dedans, effectivement, c'est que au-delà de la bienséance et du politiquement correct, je trouve que c'est un modèle intéressant quand on travaille et qui nous situe, qui nous responsabilise en tant que concepteurs et qu'aménageurs de prendre en compte tous ces facteurs personnels, toutes les situations d'usage et donc je dirais les situations possibles qui peuvent inclure quand on conçoit le jour, la nuit, les différences météorologiques pour limiter au maximum le risque de survenue de situations de handicap. Après, vous parliez du logement sur mesure. Alors, l'idée est séduisante. Maintenant, j'aurais envie de dire, parce que là, bon, on discute et il y a beaucoup de belles paroles, mais comment, quelque part, faire aussi changer les mentalités des concepteurs, mais aussi des promoteurs, parce que c'est pas très évident de dire, nous, on a telles attentes, là où on a quand même une vision qui est souvent, on applique le meilleur ratio coût mètre carré. Donc ça, c'est pas très évident. Et l'autre limite peut-être de la démarche, c'est toujours garder en tête cette notion de visitabilité. Bon, qui est un petit peu, qui transparaît dans la nouvelle loi Elan, mais de se dire le logement, il ne doit pas être qu'adapté que à la personne qui vit, mais il doit aussi être en capacité d'accueillir des personnes qui peuvent elles aussi avoir des situations, des déficiences et avoir besoin finalement d'espaces qui ne sont pas les espaces tels qu'ils sont couramment conçus. Donc il y avait cette question-là. Et ensuite, ah oui, la question de la technologie. Alors oui, je pense que, encore une fois, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. Alors je pense que c'est pas tout à fait la bonne approche, parce qu'effectivement, l'accessibilité au sens large, c'est une continuité entre le cadre bâti, les espaces publics, une continuité de services également. Donc ça, je pense qu'il y a les trois. Et surtout, l'un ne compense pas l'autre. C'est-à-dire que, enfin, on parle beaucoup, j'ai beaucoup entendu parler de compensation. Je pense que c'est pas tout à fait la bonne approche. On compense que quand on ne peut pas faire mieux, donc notamment l'existant. Je crois que le gros problème, il est dans le cas bâti existant. Mais je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça parce que on pourrait même élargir la réflexion et se dire, bon, la technologie peut régler les choses, mais pourquoi le médical?
peut-être qu'un jour, on sera en capacité de recréer des cellules souches, de recréer les liaisons nerveuses, et donc on n'aura plus de situation de handicap. Mais je pense que c'est pas encore tout à fait ça. Donc je pense qu'il faut être bien attentif à ce que la technologie ne vienne pas compenser une mauvaise accessibilité. Et l'aide humaine par-dessus, elle est d'autant plus efficiente que l'accessibilité est bonne en fait. Je prends un exemple, moi j'ai pas mal travaillé notamment sur les applications de guidage, que ce soit pour les personnes malvoyantes, aveugles ou qui ont des déficiences intellectuelles. Et finalement, plus l'environnement est déjà bien conçu, lisible, avec une bonne signalétique des plaques de rue, plus l'interface d'aide, elle sera efficiente. Donc je pense que c'est vraiment un croisement entre les trois que des systèmes de compensation. Et effectivement, vous l'avez souligné, mais je vais jouer un tout petit peu mon rôle de poil à gratter, pas forcément mis en application. Je pense que l'accessibilité, c'est vraiment une notion qui va même peut-être plus loin que ce processus de conception, mais qui est même une manière d'être. Et c'est vrai qu'il faut toujours essayer de penser à être soi-même accessible dans ses présentations. Et moi, je rejoue un peu mon rôle de poil à gratter. Je pense que pas une seule de vos supports de présentation était réellement accessible. Parce que, par exemple, c'est en anglais, et là, je me dis, déjà, ça exclut beaucoup de monde. C'est pas du tout un reproche, et c'est pas pour, voilà, pour être méchant. Et, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Et j'ai les mêmes questions en interne. Hein. La Solideo, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un grand groupe. J'essaie aussi de travailler sur ces aspects de communication. C'est pas évident de rentrer dans une communication accessible, de prévoir à chaque fois qu'on fait une intervention des lieux accessibles, de la vélotypie. C'est des principes, donc tout ça se met en œuvre. Vous regardez dans les produits PowerPoint or Word, il y a un bouton accessibilité maintenant. Ça fait partie du menu. Il y a qui dit accessibilité pour voir comment on peut rendre plus accessibles les formats. Je pense qu'il y a juste en parlant des normes, je pensais, encore une fois, je parle du tertiaire, qui est mon domaine. Il y a une réflexion qui doit être un peu plus large sur quelles normes on applique et qui, au-delà des normes d'accessibilité, c'est les normes de construction. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'il y a une charge au mètre carré quand on fait des bureaux. Je crois que c'est 300 ou 350 kilos, je ne sais plus ce que c'est par mètre carré. Et je parlais avec un promoteur qui me dit « mais c'est absurde de construire un immeuble avec 350 kg de charge par mètre carré ». Ça, c'est une norme qui vient du passé. Et il me disait « mon problème, c'est pas que vous vouliez bien 150 ou 200, ce qui coûterait moins cher, ce qui permettrait de faire d'autres choses, c'est que les investisseurs ne sont pas prêts à acheter un programme qui ne remplit pas cette norme ». Donc ça va beaucoup plus loin, cette réflexion, en se disant qu'il faut remettre en compte sur la construction. Et moi, pour le tertiaire, je ne connais pas le résidentiel. Comment on remet en cause un certain nombre de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et 350 kg par mètre carré sur un immeuble tertiaire, vous avez des avocats ou même des architectes. C'est juste absurde. Même les armoires n'existent plus dans les bureaux. On est en train de digitaliser tous les plans. Ça n'a pas lieu d'être. Donc si on pouvait adoucir certaines normes qui n'ont plus de raison d'être et permettre aux gens de s'intéresser. Et aujourd'hui, le blocage, il se fait au niveau de la norme et au niveau de l'investisseur qui a peur. On se dit, si j'achète un immeuble et demain, mon utilisateur veut être à la norme, ça ne sera plus possible. Donc voilà, je pense qu'il y a une réflexion, c'était mon point, beaucoup plus large que seulement sur l'accessibilité quand on parle de la construction. Oui, non, mais évidemment, c'est vrai que c'est aussi un changement et c'est aussi refaire passer peut-être le fonctionnel et l'usager devant un certain nombre de préoccupations, donc ça c'est évident. Et j'avais une question donc pour Madame Garcia. Alors je trouve effectivement c'est intéressant de travailler avec les usagers, avec des professionnels de santé. Et ma question était sur vos études. Est-ce que vous avez réussi à en mettre en évidence, alors toujours pareil cette question du particulier au général, quelques bonnes pratiques qui pourraient justement enrichir nos manières de concevoir les espaces et qui pourraient finalement profiter à tout le monde en partant de l'analyse des personnes qui ont de Alzheimer. Si oui, est-ce qu'on peut se les procurer? Pas encore, malheureusement, ça commence. Mais donc là, il y a quelques pistes et voilà, je préfère développer justement l'hypothèse que j'ai. Si je continue, c'est sûr que je serai très heureuse de partager ça parce que c'est ça, c'est le but, quoi. Voilà. Nous sommes arrivés au terme, ben oui, ça passe toujours très vite. En plus, on a un sujet labyrinthique. Je vous remercie tous de votre participation, de votre attention, et je vous dis à une prochaine table ronde.